Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons explorer les grandes tendances pour l'énergie en 2025, gaz, pétrole, électricité, mais aussi les objectifs climatiques. Pour en parler, nous accueillons Adel El Gamal. Il est professeur en géopolitique de l'énergie à l'ULB. Bonjour. Bonjour. Alors en 2024, ça a signé le retour des énergies à un prix un peu plus abordable. Mais si on regarde le prix du gaz, par exemple, ils sont encore 2 fois plus élevés qu'ils ne l'étaient à l'époque pré-crise énergétique. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça ? Absolument. Alors, effectivement, on l'avait bien dit, on a vu une décroissance des prix après la crise de 2022, donc décroissance progressive. Et puis, on voit quand même que ça remonte légèrement depuis quelques mois. Mais je pense qu'on ne reviendra probablement jamais, il ne faut jamais parler de certitude en matière de prix de l'énergie, mais probablement pas à des prix qu'on a connus avant l'invasion de l'Ukraine, pour une bonne raison, c'est qu'en fait, nous achetons le gaz à prix très bon marché en Russie, c'était du gaz qui venait par pipeline. Aujourd'hui, la majorité de notre fourniture arrive par LNG, de plus en plus on va s'aligner sur le LNG, et le LNG, par la chaîne d'approvisionnement du LNG est plus coûteuse, parce qu'il faut évidemment comprimer le gaz, le transporter dans les méthaniers à très basse température, le regazéifier, donc il y a tout un prix qui fait que le prix de l'ensemble du gaz et de l'ensemble de la chaîne est plus élevé. Donc, à mon sens, on devrait probablement s'imaginer que les prix vont se situer dans une fourchette 30 à 40, 35 à 45 euros du mégawattheure, en l'absence évidemment de tout choc géopolitique. Oui. Alors, pour 2025, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? On sait que l'année dernière, il y a eu un hiver assez doux, ce qui a permis de finir l'hiver avec des stocks records. Maintenant, on en est où en sont les stocks ? Et bon, on ne connaît pas la météo, mais... Voilà. Alors, il y a évidemment beaucoup d'effets qui jouent sur le prix. Maintenant, si on regarde les stocks, donc le problème de marché, c'est-à-dire l'approvisionnement, la demande, l'état des stocks, on est, la dernière fois que j'avais regardé, aux alentours de 75% de taux de remplissage des stocks, légèrement de ce qu'on espérait. D'accord. Voilà, mais ce n'est pas véritablement alarmant. Par contre, ce qui est un petit peu plus gênant, c'est qu'on a eu un rythme d'approvisionnement qui était plus lent sur le dernier trimestre, dû à un ensemble de facteurs, notamment des facteurs plutôt de problèmes sur la chaîne d'approvisionnement, donc soit des maintenances, soit des pannes à gauche et à droite. Donc voilà, il y a une certaine tension qui a fait remonter le prix, mais il n'y a pas aujourd'hui véritablement d'éléments structurels qui annonceraient une crise majeure comme celle qu'on a connue en 2022. Encore une fois, en l'absence de toute crise géopolitique majeure, et on sait aujourd'hui malheureusement qu'il y a beaucoup de foyers extrêmement dangereux. C'est ça, mais connaître des prix comme on en a connu en août 2023 avec 350 euros le mégawattheure, ça paraît quand même... C'est très peu probable. Alors encore une fois, il ne faut jamais rien exclure, c'est très peu probable. Une des raisons étant que, là évidemment on a connu ce pic d'abord qui a été très très court, on s'est redescendu assez vite, mais on l'a connu parce que personne n'avait imaginé, l'ampleur de l'invasion, de ce que ça allait impliquer, et qu'on était extrêmement dépendant au gaz russe. Aujourd'hui on est dans une situation relativement différente parce qu'on a pris un certain nombre de précautions et donc on a beaucoup plus de marge de manœuvre et de flexibilité dans notre approvisionnement. Donc on est toujours sensible évidemment à des chocs de marché, mais on est beaucoup plus diversifié, donc voilà, c'est moins probable. Mais certains estiment quand même que l'UE a déjà dépensé plus de 200 milliards d'euros de gaz et de pétrole russe depuis le début de l'invasion. Alors, on sait que la part du gaz russe a progressivement diminué. Il n'y a pas d'embargo, ça il faut toujours le rappeler sur le gaz russe. Et alors, comme vous l'avez indiqué, les achats sur le LNG russe ont par exemple, eux, augmenté. On sent que c'est le nouveau cheval de bataille de certains pays européens, notamment à l'Est, de la Pologne, qui veut vraiment en finir, même avec ce GNL russe. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui est possible ou il y aura trop de Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que c'est comme toujours, ça va être difficile et on a quand même déjà réduit très fortement la dépendance, mais on a vu effectivement une certaine recrudescence. Et la raison, c'est toujours des raisons multiples, mais le gaz qui vient, le GNL russe est moins cher que le gaz de schiste américain sur le marché, donc il y a
voilà, une tendance à remonter un petit peu. Il y a un autre élément qui fait aussi que cet import a augmenté, c'est qu'on réexporte aujourd'hui une partie de ce gaz vers l'Asie. Donc il y a des activités de réexportation de ce gaz n'entre pas véritablement, enfin il entre en Europe, mais il n'est pas consommé en Europe, il est réexporté, on va en parler plus tard. Voilà, mais je pense que l'objectif est tout à fait imaginable. Aujourd'hui, en fait, sur l'ensemble de l'approvisionnement de gaz, le gaz russe représente un peu plus de entre 15 et 20%, ça dépend des moments, à peu près répartis entre les pipelines, on approvisionne encore par pipeline, et le GNL. Donc c'est à mon sens tout à fait réaliste en diversifiant les routes et surtout en essayant également de continuer à faire décroître notre demande en gaz en accélérant la transition énergétique. Voilà. Ouais. Et la sobriété aussi, quelque part. Et la sobriété, vous faites extrêmement bien de le rappeler. Je comptais en parler, mais c'est bien de la mettre d'emblée. On peut le mettre d'emblée, on pourra en parler plus tard aussi. Alors voilà, on sait aussi que l'Europe commence à dépendre de plus en plus de ce fameux LNG américain. Est-ce que selon vous, l'élection de Donald Trump peut accélérer encore cette transition donc, vers le GNL américain, qui, comme vous l'avez rappelé, est plus cher? Voilà, nous, on sait qu'on vise à se passer du pétrole et du gaz russe en 2027, en tout cas c'est l'objectif affiché. Et voilà, bon, est-ce que c'est possible est-ce que l'élection de Trump, va accélérer les choses? Je vois que vous avez un très beau fond d'écran qui est en fait une main serrée entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. Alors voilà, bon, Trump est vraiment très peu lisible pour le moment. Donc, on a vu évidemment un certain nombre de nominations pour sa future administration qui sont pour le moins, on va dire, décoiffantes. Dans le cas de Trump, on peut utiliser cette expression, je pense. Voilà, qui lui va très bien. Mais disons que sa stratégie est relativement peu lisible. Donc, on peut s'attendre à la fois à une politique très isolationniste, mais aussi, je dirais, des barrières douanières extrêmement fortes et une forte dérégulation à l'intérieur. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre et on peut, en tout cas, il y a clairement une relance de l'industrie pétrole et gaz, drill baby drill, qui devrait dans le cas du gaz se dire frack baby frack, on est dans le fracking. Exactement. Donc voilà, on peut s'attendre à une relance de la production, augmentation de la production, donc un intérêt aussi à vouloir exporter. Et c'est dans cette optique-là, d'ailleurs, que Ursula von der Leyen espère en fait négocier des quantités d'achats plus importantes aux États-Unis en l'échange de barrières douanières qui seraient, je dirais, plus raisonnables, un peu assouplies. Voilà. Alors, on ne sait pas trop comment Trump va réagir, mais c'est avant tout, je n'aime pas utiliser le mot businessman parce que je pense que c'est probablement un assez mauvais businessman, mais en tout cas, c'est un homme qui est vraiment dans la transaction opportuniste et dans le deal. Et donc, on peut imaginer effectivement que ce deal convienne aux États-Unis et conviendrait également à l'Europe. Ce qui, malheureusement, d'emblée, nous mettrait aussi dans une situation de dépendance. On a un levier, mais plus de dépendance par rapport aux États-Unis. Et je crois qu'il faut vraiment se rendre compte que notre relation aux États-Unis a profondément changé sur les 10 dernières années. Ça ne date pas de Trump. Je crois que ça a commencé déjà avec le pivot vers l'Asie de Obama. Mais on est passé d'un allié tout à fait stratégique, que c'était le cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, à, je dirais, un partenaire économique qui est de plus en plus, avec lequel on traite de manière de plus en plus transactionnelle et opportuniste. Et Trump, c'est tout à fait le cas. Donc il faut aussi se méfier d'une dépendance exagérée au pétrole américain. C'est ça, et se diversifier toujours. On l'a évoqué un peu plus tôt, il est aussi question d'interdire ces réexportations russes, début 2025, donc ça va arriver là tout bientôt. Ça signifie quoi pour les pays de l'UE? On sait que la Belgique et la France sont les principaux hubs de cette réexportation du gaz russe. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se joue là derrière, et notamment au niveau financier peut-être? Voilà, donc en fait, pour expliquer déjà pourquoi cette réexportation, parce qu'en fait, il s'agit, depuis qu'on a coupé, on a très fort réduit les importations de gaz russe par pipeline, la Russie essaye par tous les moyens de réexporter son gaz. Et donc, comme elle ne peut plus le faire par pipeline, elle essaye de le faire par du GNL, donc par des méthaniers. Alors, une grande partie de ce gaz, et celui dont on parle, vient de l'Arctique. Et donc, il est, en tout cas pendant une partie de l'année, ces gisements se trouvent encerclés par la glace et donc ils doivent être exportés par des brise-glaces, des méthaniers brise-glaces. Et donc, le but, c'est de l'apporter dans les eaux plus chaudes en mer du Nord et de là, les transférer vers des méthaniers beaucoup plus importants, beaucoup plus grands et beaucoup moins coûteux,
en vue d'une réexportation essentiellement vers l'Asie, en particulier vers la Chine. C'est ça le but de ce transbordement. Ouais, c'est ça. Et donc, effectivement, et la France et la Belgique, Dunkerque et Zeebrugge sont des opérateurs importants dans cette opération de transbordement qui serait donc probablement interdite à partir de 2025. Bon, je pense que ça va avoir des effets, oui, économiques bien sûr, c'est des contrats de service qui ne seront plus possibles, mais je pense que ça restera relativement marginal. Et ce qu'il faut surtout voir derrière cela, c'est que c'est une façon de contraindre les revenus russes de gaz sans mettre en péril en fait la sécurité d'approvisionnement européenne, puisque c'est du gaz qui est réexporté. Donc c'est à mon avis une mesure qui doit absolument être mise en œuvre au plus vite. Alors parlons pétrole. On sait que lui, par contre, il fait l'objet d'un embargo, en tout cas par voie maritime. Il y a aussi un plafonnement des prix pour les autres produits pétroliers. Mais voilà, dans les faits, on sait que ces deux mesures sont peu respectées, ou en tout cas, il y a des trous dans la raquette. Finalement, comment est-ce que la Russie s'y prend-elle pour nous vendre du pétrole? Mais en fait, bon, c'est toujours le même problème, c'est que c'est une course entre les sanctions et le contournement des sanctions. Donc les sanctions ont eu un certain effet à leur début, et puis avec le temps, évidemment, la Russie met en place des systèmes de contournement. Donc alors, il y a plusieurs systèmes de contournement, mais en tout cas, essentiellement, il y a le fait que, il faut rappeler que ces sanctions étaient imposées par l'Europe et le G7, et que donc l'idée, c'était assez intelligent, c'était de limiter le prix maximum de vente du pétrole, à l'époque $60, pour à la fois réduire les revenus du pétrole, les revenus russes du pétrole, mais ne pas assécher le marché du pétrole, ne pas créer une crise pétrolière dans le monde. Donc le pétrole continuait à être utilisé, mais vendu à un prix plafonné. Et donc pour ce faire, en fait, on se basait sur le fait que la plupart des agents, surtout d'assurance des pétroliers, étaient des agents occidentaux, et donc ces agents ne pouvaient plus assurer des pétroliers qui ne satisferaient pas à qui en tout cas achemineraient du pétrole ne satisfaisant pas à ce plafond. Alors la Russie a mis en place d'abord toute ce qu'on appelle la flotte fantôme. Les fameux bateaux fantômes. Les fameux bateaux fantômes. Alors on ne sait pas combien il y en a, mais les estimations varient entre 500 et 1000 pétroliers fantômes, qui sont donc en fait essentiellement des pétroliers qui sont armés sous des conditions extrêmement opaques, sous des sociétés écrans. C'est souvent des très vieux pétroliers, donc les conditions également de sécurité sont déplorables, avec des risques évidemment de catastrophes, bien évidemment. Et donc ces bateaux, on ne sait pas exactement retracer les filiations, d'où ils viennent, parce qu'il y a des sociétés écrans, on ne sait pas à qui ils appartiennent, etc. Et en plus, ils naviguent sans transpondeur. Donc en fait, on les repère difficilement. Et donc, ils parviennent à exporter, voilà, vous les avez derrière vous, no smoking. Donc ces bateaux, ces flottes fantômes, qui est très importante, donc échappent au contrôle des sanctions qui sont mises en place. Et on estime aujourd'hui qu'environ 2/3 du pétrole russe est acheminé par cette flotte fantôme. Ah oui, quand même. Voilà, oui, quand même. Alors, on pense, pour donner un ordre de grandeur, au début, lorsque les sanctions ont été imposées, on estimait que le prix de vente du pétrole russe avait perdu en fait 30%, avait une décote de 30%. Aujourd'hui, on estime que c'est des cotes de l'ordre de 7 à 10% seulement. Voilà. Donc on a réduit l'efficacité de la sanction, et donc il faut de notre côté essayer de parvenir à remettre la main sur la limitation de cette flotte fantôme, qui en plus est extrêmement dangereuse. Oui, c'est ça, passer par une nouvelle étape. Et alors, mais au final, après plusieurs années de conflit, voilà. Est-ce que la Russie est parvenue totalement à compenser les pertes? On a vu qu'elles étaient limitées, mais il y en a quand même au niveau de son marché européen. Oui. Est-ce qu'elle est parvenue à le compenser avec des pays, ils sont souvent cités, la Chine, il y a aussi la Turquie. Alors, elle a réussi partiellement à le faire. Donc, on l'a dit, l'effet des sanctions était très important. Maintenant, il y a des contournements à la fois pour le gaz, à la fois pour le pétrole. Et donc, c'est difficile à mesurer. Alors, est-ce qu'on a déjà contraint assez fort la quantité qui est exportée, notamment de gaz? Et donc, on voit, si on regarde la totalité des exportations russes, elle a quand même baissé significativement. Maintenant, en matière financière, il faut voir ce que ça représente, que les cours varient. Mais donc,
voilà, pour répondre de façon simple à votre question, les sanctions ont eu leur effet. L'effet diminue au fil du temps et c'est pour ça que l'Europe a mis en place un certain nombre de paquets de sanctions. Donc il y en a eu 14 jusqu'à présent. D'accord. Le 15e vient de passer. Donc voilà, on a parlé de 2025. Voilà. Et le 16e va être... les discussions commencent sur le 16e qui vont donc avoir lieu principalement sous l'égide de la présidence polonaise de l'Union européenne. Et donc on peut s'attendre qu'elle soit relativement sévère. Et donc je pense que globalement, oui, les sanctions ont un effet quand même assez net sur l'économie russe. C'est difficile de le quantifier parce que c'est une économie qui est relativement opaque également. Oui, d'accord. Après, on n'est jamais à l'abri d'un veto de la Hongrie, mais voilà, ça, c'est une négociation qu'ils doivent avoir au niveau de l'UE. C'est des négociations qui ont lieu au niveau de l'UE. C'est vrai qu'on est toujours à la merci de ce type de veto, mais jusqu'à présent, en fait, on a toujours réussi, malgré tout, à contourner l'effet dévastateur d'un veto de la Hongrie. Oui. Eh bien, poursuivons sur le pétrole avec les perspectives là aussi pour 2025. Alors en 2024, tous les efforts des pays de l'OPEP pour maintenir ce baril du pétrole à un certain niveau ont été quand même plus ou moins un échec. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse où ils essayaient de jouer sur l'offre pour faire donc monter les prix Oui, je crois tout à fait. Il suffit de voir le prix. On le voit d'ailleurs au prix à la pompe, qui est quand même un indicateur, même s'il n'est pas directement lié. Mais le prix du baril, il est resté quand même relativement stable dans la zone 70 à 80 $ le baril, si on parle du Brent, qui est le cours de référence. Aujourd'hui, je crois qu'il est à 73, 74 environ. Et donc, effectivement, les pays de l'OPEP n'ont pas réussi, de l'OPEP+, non plus, n'ont pas réussi en diminuant l'offre, à faire vraiment monter les prix. Alors, à cela, il y a deux raisons. Première raison, c'est qu'on est dans une phase de croissance relativement lente au niveau mondial. Niveau économique, en Europe, malheureusement, voilà. Mais même en Chine, et la Chine est un très, très grand consommateur de pétrole. On l'a vu, la croissance de la Chine est en baisse. C'est assez net. Sur le troisième trimestre, elle sera largement en dessous des 5% qu'elle avait prévu. Et donc, la demande faiblit, la croissance de la demande, en tout cas, faiblit. Et en même temps, on est dans une époque où il y a un certain revirement de situation et où les compagnies pétrolières qui étaient dans une logique de dire « Ouh là là, ça commence vraiment maintenant à sentir mauvais pour nous, il faut qu'on se réoriente vers des technologies de transition », eh bien, 4 fois, 100 fois, hélas, on est un peu dans une zone de recul maintenant. On le voit dans les COP, on le voit dans les négociations. Et la plupart, en fait, des oil majors dénoncent leurs objectifs précédents et recommencent dans des projets d'expansion d'énergie fossile. Et donc, on est dans une situation où la demande est plutôt à la hausse, alors que l'offre, est plutôt à la hausse, alors que la demande ne suit pas. Et donc, il y a un certain déséquilibre qui se crée à ce niveau-là, qui va probablement maintenir les prix dans une fourchette relativement basse. Ah oui, d'accord. Mais donc là, on voit vraiment que le poids de l'économie a plus d'importance finalement que l'offre qu'on délivre sur... Le poids de l'économie est évidemment extrêmement important. Alors, j'ai parlé de l'économie, il y a un deuxième élément, malgré tout, qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait que le pétrole est quand même beaucoup utilisé pour la mobilité. Donc, pas uniquement, mais beaucoup. Ah oui, et on va vers l'électrique, bien sûr. Et voilà, et donc là, principalement en Chine, où en fait la pénétration des véhicules électriques, en tout cas les véhicules légers, est extrêmement forte. Donc, il y a une décroissance qui est plus rapide que ce qui avait été prévu de la demande. Et donc, ce déséquilibre fait qu'aujourd'hui, donc, les prix se maintiennent dans cette bande et que les perspectives, encore une fois, en l'absence d'un choc géopolitique majeur, il faut toujours voir les deux éléments, les aspects de marché et les aspects géopolitiques. En l'absence de détonation géopolitique majeure qui reste toujours possible, les prix devraient rester relativement stables sur le pétrole également. D'accord. Mais donc, ce fameux pic pétrolier, est-ce qu'on l'a déjà atteint ? Je veux dire, d'un point de vue consommation, on sait que l'OPEP et l'AIE, évidemment, ne sont pas d'accord dans leurs analyses. Oui. Si ça ne tenait qu'à l'OPEP+, le pic, il n'est pas encore du tout atteint, quoi. On parlait de 2030 comme perspective. Écoutez, j'ai posé la question la semaine passée à Fatih Birol, qui préside, en fait, le directeur général de l'AIE, j'étais dans une conférence. Et donc, voilà, il m'a répondu ce qu'il écrit dans ses rapports. C'est que, voilà, oui, probablement d'ici la fin de la décennie. Mais très honnêtement, c'est extrêmement difficile à imaginer. Et ce qu'on voit, évidemment, c'est qu'il y a le taux de croissance diminue, mais tout va dépendre de comment la croissance économique repart et d'un certain nombre de facteurs comme la transition vers les véhicules électriques dans d'autres parties du monde, etc. Donc,
Voilà, on peut s'attendre, oui, ça s'aplatit. Je pense que c'est réaliste d'imaginer que dans les 5 à 10 années, en tout cas, on arrivera à ce plateau. Mais c'est beaucoup trop tard. Il faut se rendre compte aussi que c'est beaucoup trop tard. On va parler de climat plus tard. On voilà. parlera des objectifs climatiques, effectivement. Alors, l'Europe, on l'a déjà un petit peu évoqué, dans une position concurrentielle un peu beaucoup défavorable au niveau des produits énergétiques et des prix de l'énergie. Alors voilà, on sait que le vieux continent il mise sur le renouvelable. Êtes-vous de ceux qui pensez que cette transition énergétique va peser sur le portefeuille des citoyens et des entreprises? Alors, je vais répondre... je pense exactement le contraire, même si, à court terme, évidemment, il y a des effets qu'on peut interpréter différemment. Alors d'abord, il faut expliquer pourquoi nous trouvons-nous dans cette situation extrêmement délicate aujourd'hui. Peut-être pour rappeler aux téléspectateurs et aux auditeurs, Ursula von der Leyen, la Commission européenne a commandé des rapports sur la compétitivité européenne. Il y en a deux qui sont très importants, le rapport Letta, le rapport Draghi. Et donc, ils sont relativement convergents. Ils traitent de sujets différents, mais ils convergent sur le fait que l'Europe, en fait, est dans une situation économique qui est vraiment très problématique parce qu'elle a perdu vraiment sa compétitivité face aux grands blocs que sont la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Alors, il faut comprendre que ça, c'est un effet qui a mis... Enfin, c'est le résultat d'une longue descente de la compétitivité européenne, mais c'est aussi le résultat d'une transformation géopolitique sans précédent au cours des 10 dernières années. Le modèle européen était basé sur le principe d'un capitalisme, d'une économie libérale qui se généraliserait, donc avec des barrières douanières qui s'effaceraient petit à petit, et donc avait misé sur cette logique-là. Et aujourd'hui, on est malheureusement dans une situation totalement inverse, où on revoit une logique de blocs se reformer avec des barrières douanières et avec une concurrence directe entre les blocs sur le plan économique. Donc, on est très très mal armé par rapport à cela, on n'était pas préparé. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on a un désavantage compétitif qui est structurel. C'est-à-dire que d'une part, notre énergie primaire, je ne parle pas de l'énergie à la pompe ou de l'électricité, je parle de l'achat de l'énergie pour faire tourner ce qu'on achète pour faire tourner l'industrie, et pour se chauffer. Donc on l'achète, évidemment, on a des avantages énormes par rapport aux États-Unis qu'il a sur son territoire et par rapport à la Chine qui l'achète, la négocie à très bas prix avec la Russie. Donc premier avantage structurel. Deuxième, nous sommes fort heureusement dans des logiques d'État-providence et donc le coût de la main-d'œuvre est immanquablement plus cher qu'ailleurs. Troisième élément qui est quand même relativement important, c'est que la Chine et les États-Unis sont des marchés qui sont totalement intégrés et unifiés, donc il y a cet effet d'échelle qui marche à plein, alors qu'en Europe, on est encore dans une logique d'États membres. Et donc ça, c'est un des principaux éléments de ces rapports, c'est qu'il faut compléter le marché, et donc la concurrence est externe à l'Europe, elle n'est pas interne. Or, ce n'est pas comme ça que les États membres réagissent aujourd'hui. Notamment au niveau des marchés des capitaux. Absolument, absolument. Et donc, ça, c'est un troisième élément. Le quatrième, il ne faut pas le négliger du tout, si on parle d'énergie renouvelable ou de technologie bas carbone, elles utilisent toutes énormément les matériaux critiques. Et donc les matériaux critiques, nous en avons quelques-uns ici, mais qui ne sont pas facilement exploitables, ou en tout cas ça prendra beaucoup de temps, et on les exporte majoritairement, enfin on les exporte quasiment totalement, et majoritairement de la Chine, qui a une situation de leadership quasiment... Pardon, oui, on l'importe. et de quasi-monopole sur beaucoup d'entre eux. Donc aussi, là, on a un avantage, un désavantage concurrentiel. Donc, la seule façon pour l'Europe de réagir à cette situation, c'est à la fois de très très rapidement s'intégrer beaucoup plus, et donc d'établir un effet d'échelle, et donc d'éliminer la concurrence interne entre les États, premier élément. Et deuxième élément, c'est de parvenir à je dirais, compenser ce désavantage structurel par des technologies plus avancées. Et donc là, c'est réinvestir massivement dans la recherche, mais là aussi, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc l'Europe n'a pas du tout atteint ces 3% de GDP d'investissement dans la recherche, on est seulement à 2,2%. Et d'où le plan majeur de Draghi, qui parle de 800 milliards d'investissements par an, dans lequel, évidemment, la recherche va jouer un rôle prépondérant. Ces 800
800 milliards qui suppose évidemment la mise en place d'outils de dette commune, et c'est évidemment là que les négociations sont en train de se passer. Mais alors, parmi les pistes de solutions, voilà, on voit que dans certains pays, il y a un retour au nucléaire. Bon, il y a les fameux aussi SMR du futur, où on ne sait pas trop vers quoi on va. Je ne sais pas si d'abord vous avez un avis par rapport à ces SMR et par rapport à ce retour du nucléaire. On sait que là, on a les qualifications, on a la technologie ici du nucléaire, donc c'est une technologie qu'on peut exploiter, quoi, ou pas. Absolument. Alors, je crois que sur le nucléaire, il y a énormément de flou, de fausses idées reçues, notamment dans le chef de beaucoup de politiques et des nôtres en particulier. Alors je crois qu'il faut distinguer plusieurs éléments. Il faut distinguer déjà la question de prolongation du nucléaire. Donc, c'est-à-dire prolonger des centrales existantes. C'est le cas en Belgique, Tihange 3 et Doel 4. Je pense qu'on soit pro ou anti-nucléaire, je pense que c'est une évidence. Je pense que s'il y a moyen de prolonger des centrales existantes dans des conditions de sécurité évidemment optimales, ça c'est fondamental, il faut le faire. Pour toute une série de raisons, ça ne se discute même pas. C'est totalement différent que de relancer une nouvelle filière nucléaire traditionnelle, pour différentes raisons. D'abord parce que relancer une filière, c'est se réapproprier un savoir-faire qu'on a quand même relativement oublié, y compris en France. On le voit avec Flamanville. Ça a pris c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'il faut savoir que le temps d'implémentation ou de mise en œuvre entre le moment où on décide de faire une centrale et le moment où elle produit son premier mégawattheure, on parle de 10 à 15 ans. On n'a plus ce temps-là, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue climatique. Et donc pour moi, c'est le principal élément qui fait que le nucléaire, oui, il ne faut pas l'exclure, mais que ça sera qu'une solution parmi d'autres, et il viendra très tard apporter sa contribution. Donc ça, c'est vraiment un problème. Je ne parle pas de tous les problèmes de prolifération des matières fissiles, de déchets, on peut en parler plus tard si vous le souhaitez. Il y a le troisième élément qui est les petits réacteurs nucléaires. Et les petits réacteurs nucléaires, il faut se rendre compte que, en tout cas à l'échelle industrielle, parce que c'est ça l'idée, c'est de pouvoir les fabriquer à échelle industrielle pour en réduire le prix, ils n'existent pas. Il y a des différents projets qui sont à des niveaux d'avancement plus ou moins élevés, mais il n'existe pas, et donc voilà, c'est quand même aussi, je dirais, faire un pari sur des choses qui ne sont pas prouvées. Même si la technologie, on peut imaginer qu'on puisse y arriver, c'est en fait à quel prix et dans quelles conditions de mise en œuvre. Et donc là, voilà, ce sera first of a kind, donc on est encore dans la découverte. Donc pour ces raisons-là, je pense que relancer le nucléaire, c'est quelque chose qui peut avoir du sens, mais c'est en tout cas à maxima une solution parmi d'autres, et ce serait absolument une grosse erreur que de miser toute la transition sur une relance de la filière nucléaire. Parmi les solutions, voilà, on sait que ce n'est pas l'essentiel, mais l'Europe parle beaucoup d'hydrogène vert. Alors, est-ce que vous y croyez en cette technologie pour la transition, ou est-ce plutôt pour créer des molécules? On sait bien, pour les grosses industries, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bon, alors l'hydrogène vert, il faut d'abord peut-être préciser ce que c'est. L'hydrogène vert, c'est un hydrogène qui serait produit sans émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, l'hydrogène est dans sa quasi-totalité produit à partir de méthane par un processus qui libère le CO2. On parle d'hydrogène gris alors. Voilà, on parle d'hydrogène gris. L'hydrogène vert, ce sera un hydrogène qui serait produit par électrolyse de l'eau en utilisant de l'électricité qui serait, elle, totalement verte, donc produite par des technologies totalement décarbonées, éolien, photovoltaïque par exemple. Aujourd'hui, l'hydrogène vert, ça représente une fraction infime de l'hydrogène qu'on utilise. Infime. Alors, les problèmes, je pense que c'est une notion, enfin l'hydrogène vert joue un rôle dans la transition pour une raison bien simple, c'est que cette molécule a la possibilité de faire ce qu'on a fait un couplage entre les secteurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'hydrogène vert, c'est un gaz, on peut aussi bien le brûler et obtenir de la chaleur, ou on peut l'utiliser dans une pile à combustible et obtenir de l'électricité. Donc ça permet de coupler électricité, gaz, chaleur. Donc c'est vraiment, à ce titre-là, c'est extrêmement intéressant. Ça permet de stocker aussi de l'énergie, donc beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, le problème, c'est que fabriquer de l'hydrogène vert coûte extrêmement cher et qu'on n'a pas réussi, personne, ni en Europe ni ailleurs, à réduire les coûts à la vitesse qu'on avait espéré. Donc je pense que l'hydrogène vert va jouer un rôle dans la transition, mais en tout cas, ce sera un rôle
à plus long terme, et ce sera un rôle parmi d'autres. Je pense que ce serait également totalement erroné de penser que l'hydrogène vert sera une composante majeure des combustibles. Mais pour l'instant, on voit que le modèle économique est compliqué. Il y a pas mal de projets qui se stoppent, qui sont reportés. Les projets d'investissement sont le taux de projets qui passent le niveau d'investissement final est extrêmement faible parce que les business cases ne sont pas encore véritablement attirants. Donc il faut miser sur l'avenir, mais ce ne sera une solution parmi d'autres, ce ne sera en tout cas pas la solution unique qui va nous sortir du problème. Et alors, venons-en justement à cette transition énergétique qui doit nous amener à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Bon voilà, il y a une COP qui s'est terminée là récemment. On a l'impression que plus le nombre de COP augmente, plus les déceptions sont grandes. Est-ce que c'était une bonne idée de donner une COP à un pays réputé pétrolier, quoi? Donc... Écoutez, je suis peut-être mal placé pour en parler parce que je pense vraiment que c'est... enfin, je suis extrêmement... préoccupé en tout cas par le rôle des pétromonarchies et des lobbies pétroliers, surtout le processus de négociation climatique. On peut en parler plus tard si vous le souhaitez. Donc bien sûr que ce n'est pas une bonne idée. Bien sûr que ce n'est pas une bonne idée. Il faut rappeler qu'on a eu l'Égypte, qui est quand même un pays pétrolier, puis on a les Émirats, qui était un quasi-scandale, puisque je rappelle, le président de la COP, Sultan Al-Jaber, était en même temps le président de ADNOC, qui est en fait la compagnie nationale de Abu Dhabi et qui est une des compagnies qui avait les projets d'extension les plus agressifs. Ouais. Donc c'est complètement absurde. L'Azerbaïdjan, on connaît aussi le sujet. Donc non, c'est certainement pas une bonne idée. La prochaine COP sera organisée au Brésil, qui est aussi un pays producteur. Néanmoins, je pense qu'on peut espérer du Brésil beaucoup plus que ce qu'on a obtenu d'Azerbaïdjan ou des Émirats, dans le sens où le Brésil est un pays qui est vraiment un pays intermédiaire et qu'il est et qui est affecté aussi par le climat en premier chef. Qui est affecté d'abord par le climat et puis qui peut se trouver, on peut le voir d'une certaine manière, je dirais, à l'intersection des pays du Sud global et des économies riches. Donc, on peut espérer que le Brésil pourra vraiment lier faire le gap. Maintenant, il est clair que les COP ont délivré relativement peu. Je pense qu'il faut absolument les maintenir néanmoins parce que c'est la seule plateforme multinationale de négociation sur le climat. Donc si on n'avait plus les COP, où serait-on ? En l'absence de COP, il n'y aurait pas d'accord de Paris, il n'y aurait pas d'effort de décarbonation. Donc il faut les maintenir. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut retravailler sur la gouvernance des COP pour limiter l'influence des lobbies pétroliers, d'une part, et choisir probablement des pays qui soient un petit peu plus neutres sur le sujet. Plus neutres. Eh bien, justement, au niveau de ces émissions, on sait que les objectifs, c'est de baisser d'1 ou 2 degrés d'ici 2030. Bon, vous allez nous dire, est-ce que c'est encore possible ou est-ce que ça n'est pas possible ? Et nous, parce que regardons-nous d'abord, est-ce qu'au niveau des émissions, on est dans nos objectifs ? Est-ce qu'on est dans les rails ? Au niveau de l'Europe, oui. Au niveau de l'Europe, donc pour arriver à ces objectifs. Alors, d'abord, au niveau mondial, non, on n'est bien sûr pas du tout sur une trajectoire qui nous mène, qui nous permettrait de maintenir une température d'1,5 degré maximum au-dessus de l'ère pré-industrielle. On est probablement aujourd'hui à 1,2, 1,3, je pense. Cette année-ci, l'année 2024 sera probablement la plus chaude jamais enregistrée. On parle de 1,6 degrés au-dessus des normes. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on a passé à 1,5 parce qu'il faut travailler sur moyenne, parce qu'il y a des effets quand même qui sont cycliques aussi avec El Niño, etc. Mais donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans cette logique-là. On table aujourd'hui sur une augmentation de température de l'ordre de 3 degrés d'ici la fin du siècle. Donc c'est quand même catastrophique. Au niveau européen, c'est relativement différent. On a cet objectif très ambitieux de réduire de 55% nos émissions par rapport aux émissions de 1990, et donc c'est pas pré-industriel, c'est 1990. Aujourd'hui, donc la Commission européenne vient de sortir en fait son état des lieux en octobre. On est en fait à moins 37% d'émissions par rapport à 1990. Mais il faut les comparer à moins 55% à faire dans les dans les quelques années, 2030, quoi. Donc
En 2030. Donc ça paraît quand même extrêmement difficile. Et en fait, je dirais, si on regarde en fait les politiques qui sont en place au niveau des États, on pointe plutôt vers... Et si toutes ces politiques étaient mises en œuvre, on pointe plutôt vers moins 51%. Donc on n'y est pas. Et donc, je pense aussi que si on regarde les trajectoires, on n'y sera clairement pas. On sera probablement entre 45 et 50% de diminution. Il faut savoir qu'au plus on diminue, au plus on attaque des secteurs qui sont difficiles à décarboner. Hein. Donc, au plus on diminue, voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, on a vécu une politique de croissance économique faible. Et donc, on sait bien que aujourd'hui, on fait tout pour relancer la machine économique et donc ça va fatalement relancer également les émissions. Et troisième élément, dans le cadre de l'autonomie stratégique européenne, il y a une politique de rapatriement des chaînes de valeur critiques, dont certaines en tout cas représentent de l'industrie lourde. Et donc rapatrier de l'industrie lourde sur le territoire européen, c'est aussi augmenter les... Voilà. Donc il y a quand même un ensemble d'éléments contradictoires qui fait qu'à mon sens, on se situera plutôt entre moins 45 et moins 50%, mais certainement pas moins 55%. Eh bien, je vous remercie, Adel El Gamal. Avec grand plaisir. Quant à nous, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je me joins à toutes les équipes de Canal Z pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. À l'année prochaine.